Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le budget, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est vous qui l'avez aussi examiné, travaillé, décortiqué. Il y a eu 49.3 et il y aura 2 motions de censure. 2 motions de censure LFI, d'autres également du Rassemblement national. Sauf qu'à la fin, c'est quand même le 49.3 qui gagne. On connaît déjà le scénario. Il y a 0 chance que votre motion de censure ne passe. Du coup, c'est quoi? C'est que de la posture. C'est la démocratie qui perd aussi, quand même. Parce que je vous rappelle que les prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est de voter, notamment voter le budget. Donc il va y avoir un budget de la France qui ne va pas être voté. C'est quand même, dans n'importe quelle démocratie au monde, je me demande s'il y a des exemples correspondants où on peut imposer un budget à un Parlement, c'est-à-dire la représentation nationale. Donc ça, je pense que c'est un échec global pour la démocratie. Et puis en plus, c'est fait de telle manière, c'est-à-dire que on a d'habitude le 49.3 en 5e République globalement. Parce que c'est pas la première fois qu'on utilise le 49.3. Bien sûr, mais sauf que si vous regardez un peu l'histoire, en général, c'est quand vous avez une majorité, une partie est un peu frondeuse, quoi. Donc vous imposez ça à votre majorité. Là, c'est parce qu'on a un gouvernement qui est minoritaire. Et je vois pas très bien comment tout ça peut durer très longtemps. Alors, comment ça peut durer très longtemps? On va même regarder un peu plus loin. Mais enfin, si on regarde ne serait-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est cet après-midi que vos motions de censure vont être discutées, il va y avoir un débat, enfin un faux débat, puisque en effet, on le sait très bien, à la fin, de toute façon, votre motion ne sera pas votée. Vous disiez c'est un échec pour la démocratie. Mais est-ce que si le budget n'était pas adopté, ce serait pas un échec pour la France? On regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ils n'ont pas de 49.3. Et ils se retrouvent parfois pendant des semaines, voire des mois, à pas pouvoir payer leurs fonctionnaires. En tout cas, déjà, regardons un peu la question du calendrier. On a jusqu'au 30 décembre pour voter le budget. Donc on a le temps. On n'est pas aux pièces, comme on dit. Le gouvernement aurait pu se dire, entériner ce qu'il avait dit au printemps et qu'il a oublié depuis. C'est-à-dire, on est minoritaire. Enfin, en tout cas, on est minoritaire. On a une majorité relative. Moi, je dis qu'ils sont minoritaires. On a une majorité relative. Et à partir de là, on cherche des coalitions. On les cherche, ils les cherchaient plutôt du côté républicain. Je vois pas très bien quand. Quand ils vous ont reçus les uns les autres. Ils nous ont reçus pour à peu près appliquer le même budget à quelques détails près. Je vous donne un exemple. Ils n'ont pas joué le jeu. Pour vous, ils n'ont pas joué le jeu du dialogue. Ils ont fait un faux dialogue, une communication. Moi, j'y étais. J'ai dit OK. Au moins, on a eu les informations. Ça s'est bien passé. On a eu du thé, des petits fours, etc. Mais globalement, à l'arrivée, il n'y avait pas de changement. Et pendant le budget, il y a eu pas mal d'amendements de l'opposition. Ils en ont trié une petite partie. Majoritairement, d'ailleurs, ils ont pris des amendements venant de la majorité. Aucun qui viennent de vous. Aucun de la France Insoumise. Aucun de la France Insoumise et aucun amendement marquant, c'est-à-dire qui ont un impact financier de la NUPES. Voilà, la plupart, plus de la moitié, même presque les 2 tiers, je crois, viennent de la majorité ou du gouvernement. Le reste, c'est les Républicains, le petit groupe Lyot, qui est un petit groupe centriste, mais très très peu de la NUPES en réalité. Et pour vous, je reviens sur vos mots, parce qu'ils sont quand même assez forts. Pour vous, c'est un échec de la démocratie. Vous considérez... Moi, je trouve pas que ce soit fort. Qu'aujourd'hui, la France bascule dans autre chose, qui n'est plus une forme de démocratie. En tout cas, c'est un problème démocratique d'imposer le budget à l'Assemblée nationale. Ça, on peut le prendre par tous les bouts, c'est un problème démocratique. Mais je crois que, vous dites, ils sont assez forts. Moi, je crois que ça reflète une faiblesse de ce gouvernement. Je pense qu'on a affaire à un gouvernement faible, qui est obligé d'utiliser ce principe parce qu'il n'a pas de majorité, et qui, du coup, se retrouve dans des situations un peu bizarres. Regardez, par exemple, le PLFSS. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Faisons attention aux acronymes ce budget, pourquoi ils ont imposé le 49.3? Il y avait quasiment aucun député de la majorité. C'est le deuxième 49.3 brandi par la Première ministre. Une matinée, quasiment aucun député de la majorité présent dans l'hémicycle. Battu et rebattu. Alors, moi, j'ai supposé 2 solutions. Soit le gouvernement a lui-même organisé ça pour pouvoir donner le prétexte de dire, vous voyez, on n'y arrive pas, donc on va passer le 49.3. Soit c'est une démobilisation de la part des députés de la majorité. Dans tous les cas, c'est une crise politique. Dans les 2 cas, c'est une crise politique. Attendez, ce que vous nous dites, c'est carrément, soit ils ont fait exprès, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé à leurs députés de ne pas venir dans l'hémicycle pour que de toute façon, ils soient mis en échec et qu'ils disent, voyez, on n'a pas d'autre choix que de prendre le 49.3. Soit, et c'est plus grave à long terme pour le gouvernement, vous soupçonnez, vous ressentez sur les bancs de la majorité un découragement et des députés qui viennent même plus soutenir leur propre gouvernement. Puis on a aussi autre chose. Il y a ça, puis vous avez aussi des députés qui ne sont pas d'accord. Je vous fais remarquer que le fameux amendement de Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe du MoDem, qui présente un amendement sur la taxation des superdividendes, qui passe avec des voix du MoDem,
des voix Je de la voudrais préciser, majorité. pour que les gens comprennent bien, là pour le coup, c'est pas quelqu'un de l'opposition, hein, c'est donc bien sûr. un député Un des piliers de la majorité. un des piliers de la majorité qui a fait passer un amendement pour taxer les superdividendes Voilà. et qui a, pour ce faire, obtenu des voix de plusieurs députés de la majorité. Ça venait pas de l'opposition. Ah bah, on l'a voté. J'étais d'accord. Donc on l'a voté. Le Rassemblement national l'a voté. Le MoDem l'a voté. Il y a eu 19 Donc là, députés de pour la une fois, majorité. on peut dire qu'il y a une forme de coalition. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous commencez à avoir des députés qui votent sur des amendements qui sont revendiqués et demandés également par l'opposition de gauche, bah vous voyez bien que vous n'êtes plus tellement sûr de votre majorité. Et je crois que ce gouvernement, il est dans cette situation. Donc c'est pour ça que je dis, en réalité, la crise, elle est aussi politique. Et elle est Crise d'abord politique, pour le si on gouvernement. regarde quand même dans le détail des amendements qui sont encore discutés, on ne sait pas de toute façon s'ils seront gardés ou pas. Il y en a deux sur lesquels j'aimerais bien vous demander si vous les soutenez. Il y a celui par exemple sur les déserts médicaux. Là, il vient de la majorité. Il voudrait imposer aux médecins de s'installer davantage dans les déserts médicaux. Est-ce que ça vous pourriez le signer, vous? On en a voté. Alors je ne sais pas si celui-là on l'a voté parce qu'il y a des différents principes. En gros, on n'est pas trop Celui-là, d'accord. il sera présenté cette semaine. Ouais. Mais vous, ce serait quoi votre solution sur les déserts médicaux? On voit que ça revient à nouveau sur le question question il faut des corps de pédiatrique. fonctionnaires de médecins et qui ont leurs études payées et en échange, pendant plusieurs années, sont tenus d'aller là où on leur dit d'aller. Voilà, c'est la solution qu'on prend. Maintenant, on a vu quelques amendements, notamment venant des Républicains, d'un député qui s'appelle Fabrice Brun, qu'on a fait plusieurs, et essayons de trouver des solutions pour permettre de lutter contre les déserts médicaux qui sont dans les zones rurales, mais qui sont aussi dans des zones très urbaines, comme mon département de la Seine-Saint-Denis. Donc ça va dans le bon sens. Bon, où on est un peu méfiant, c'est quand ça se passe avec des exonérations totales d'impôts, parce que ça, en général, vous avez moins de recettes pour l'État, et puis deux, on s'aperçoit qu'il y a un effet où, du coup, on a des endroits où les médecins vont, et puis à côté, ils vont où la situation n'est pas vraiment meilleure, ils vont moins. Donc ça, c'est pas vraiment les solutions. Mais en tout cas, il y a plusieurs amendements. Voilà qui ont des été points sur lesquels vous proposés seriez prêt à, oui, à bien sûr, discuter. bon, on a voté Il y a plusieurs un autre point qui est visiblement dans les tuyaux, qui serait pour accompagner l'emploi des seniors, qui serait l'idée de faire, c'est l'Institut Montaigne qui le propose, mais visiblement avec la bénédiction du gouvernement, l'idée de baisser les cotisations sur l'emploi des seniors pour encourager les entreprises à embaucher des personnes un peu plus âgées. Est-ce que ça, vous pourriez le signer? Non. Non, pourquoi? C'est pas une Parce bonne que- façon non, parce que je pense que d'employer des seniors? Non, je pense que la solution n'est pas de baisser les cotisations sociales. Pourquoi? Parce que si vous baissez les cotisations sociales, à un moment donné, il vous manque de l'argent pour les retraites, il vous manque de l'argent pour la sécurité sociale, c'est-à-dire tous les mécanismes de protection. Donc entre guillemets, on prend d'un côté, soi-disant pour favoriser l'emploi des seniors, pour prendre de l'autre côté. Moi, je serais plutôt pour faire en sorte que les gens puissent partir à 60 ans à la retraite avec une retraite correcte et qui permettrait d'éviter la situation qu'on a actuellement où beaucoup de seniors ne trouvent plus d'emploi parce qu'on les embauche plus et qui permettrait de recruter des jeunes. Bon, les 60 ans, c'est pas gagné parce que là, ils sont quand même tous partis Non, pour mais je vous donne ma la solution. retraite, y Je vous compris donne ma solution. même plus Vous savez loin combien- si on écoute l'ancien Ouais. Premier ministre Édouard Philippe. Mais vous savez, vous abordez une question de fond. Vous savez combien il y a d'argent reversé aux entreprises en France? Il y en a 160 milliards. Dans les 160 milliards, c'est D'argent reversé, hein. aux entreprises. Souvent sans condition. C'est ça nous, on n'est pas contre les aides aux entreprises, mais on pense qu'il faut qu'elles soient fléchées, conditionnées sur des critères socio-écologiques. 160 milliards. Et c'est en 3 tiers. Il y a 1 tiers, c'est pris sur les cotisations, exonérations de la sécurité sociale. Bon. Et donc, c'est de l'aide de l'État qui pèse sur les comptes sociaux, ce qui est absolument anormal. Les comptes sociaux, normalement, ne servent pas à équilibrer le budget de l'État. Bon. Et donc ça, quand vous faites ça, eh bien, à la fin, vous pouvez expliquer que, vous voyez, nos systèmes sociaux sont en déséquilibre, on n'a plus d'argent pour les retraites. Donc il faut arrêter avec ce mécanisme. Donc vous n'êtes pas pour redistribuer les cotisations. Vous avez entendu la crise à l'hôpital, j'en disais un mot à l'instant, la crise à la pédiatrie notamment, et le ministre de la Santé qui annonce 150 millions, un plan d'urgence pour l'hôpital, le J'ai entendu les Contillé. professionnels qui ont répliqué, qui ont dit nous ce qu'on a besoin, c'est pas en gros une aumône parce que ça sera pas beaucoup d'argent redistribué, mais c'est des lits, du matériel, etc. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Pour vous, Et c'est je une les aumône. appuie. Les 150 millions, c'est de 150 l'aumône. millions, vous allez voir, ça fait pas beaucoup d'augmentation par personne. Il faut toujours les prendre quand ils viennent. Mais c'est pas ça qui, par exemple, va permettre aux personnels soignants d'être, j'allais dire, atteindre la moyenne de rémunération des pays de l'OCDE. Et à l'inverse, on a toujours un problème, c'est qu'on continue à supprimer des lits dans les hôpitaux, on continue à supprimer du matériel. C'est pour ça que nous, dans notre contre-budget, on prévoit 10 milliards d'euros en urgence. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur. Absolument. Éric Coquerel, vous aviez eu cette marche contre la vie chère qui a eu un succès franchement, on peut le dire,
modéré. Vous voulez un grand succès, vous voulez dire. Ouais. Vous y étiez, vous? Non, j'y étais Non, pas. alors, Non. vous D'abord, avez j'avais vu, le Covid, c'était- donc vous de avez- toute façon, Ah bah voilà, la question c'est pour ne ça se que vous l'avez vu de poserait loin. pas. Mais vous savez quoi, Éric Ouais. Coquerel, moi, mon rôle, c'est pas de Je sais de bien, mais manifester. c'était un Mon grand rôle, c'est de succès. vous poser la question. Non, mais- Vous dites gros succès. bien Honnêtement, sûr. alors là, chacun va opposer 140 ses 000 chiffres. personnes, c'est un grand succès. 140 000 personnes, je vous rappelle que c'est vos chiffres. Bah, peut-être, mais vous, 30 c'est 000 les personnes vôtres. selon Vous- la police. C'est pas Oui, mes mais chiffres, vous c'est les prenez chiffres de la police. Vous savez comme moi que les chiffres de la police Et souvent et vous- minorisent largement les Vous manifestations. savez qu'il y a aussi Ce cette que je sais- association ce que je sais- de médias attendez, ce qui que je fait sais- ses propres oui, comptes et qui voilà, arrive à qui a été 29 000, c'est-à-dire qui a été- même moins que la qui a police. été contesté par d'autres médias. Mm. Laissons. Ce que je sais, c'est que c'est la plus grosse mobilisation sur des thèmes sociaux depuis bien longtemps et qui montre qu'il y a la possibilité en France d'avoir des mobilisations de ce type et qu'il y a une contestation forte dans le pays sur la politique Et vous sociale. en referez une? Du coup, vous allez faire ces Il est manifestations? possible, c'est en discussion, on va en discuter avec nos partenaires, parce qu'il n'y avait pas que la NUPES, vous savez, il y a des associations, il y avait des syndicats, il y avait d'autres partis politiques, donc on va voir ce que ça donnera. Vous avez entendu les chiffres pour Kylian Mbappé? Vraisemblablement, il y en aura une autre. Éric Coquerel. Donc vraisemblablement, il y en aura une autre. On table sur mi-novembre. Je sais pas, les mais infos. vraisemblablement, il y en aura une autre. Kylian Mbappé, alors je sais pas s'il ira à votre manifestation contre la vie chère, mais enfin, on apprend que le contrat avec le PSG, c'est 630 millions d'euros bruts Oui. sur 3 ans. Le plus gros contrat jamais signé. Il touche près de 6 millions d'euros par mois, c'est-à-dire en un mois ce que gagne le patron de Total, en un an. Oui, Hein, donc. hors contrat pub, etc. Vous continuez à soutenir le foot, à vous dire que Non, ça attendez. reste un Petite sport chose. populaire. Moi, parce que- moi, j'ai comme toute personne, j'ai mes contradictions. Donc, le foot est un sport populaire, donc, oui, pratiqué dans le monde entier, voilà. Donc, que ce soit de manière organisée ou pas. Deuxièmement, il y a le foot de haut niveau. Bah, moi, j'admets prendre du plaisir à avoir des matchs de football de haut niveau. J'admets à prendre du plaisir à voir l'équipe de France gagner. J'admets à prendre du plaisir à voir Benzema Ballon d'Or, etc. Et en même temps, eh bien, on peut expliquer que c'est une industrie, une économie qui a adopté à peu près toutes les règles du capitalisme le plus sauvage, notamment depuis l'arrêt Bosman, vous savez, où on peut échanger les joueurs comme ça au niveau une espèce de libre-échange, et que bon, voilà, la c'est des marchandise. bulles spéculatives, que moi par ailleurs je condamne, mais ça n'empêche pas d'apprécier Mbappé. Vous continuez à apprécier. Et sur le salaire, je vais y revenir. Ouais. La grosse différence entre le salaire que touche Mbappé et le salaire le salaire plus les dividendes, parce qu'il est à 6 milliards plus 1 milliard de dividendes, le patron de Total. C'est millions quand même. Millions. C'est déjà beaucoup, hein, mais C'est enfin, déjà beaucoup. Mais la grosse différence, c'est que l'argent que lui prend, il le prend sur une plus-value, c'est-à-dire ce que l'entreprise réalise comme bénéfice. Et donc, il prend une part qui ne va pas dans les salaires. C'est-à-dire qu'autrement dit, donc c'est plus la part acceptable que lui- chez Mbappé que chez en tout Pouyanné, cas, quoi. structurellement, ça pose pas les mêmes questions. Et- Mbappé, il prend pas à des salariés du club. Et il n'exploite pas les salariés du club. À la différence du patron de Total, lui, ce qu'il va prendre et s'augmenter de 50% un an comme il l'a fait, inévitablement, ça prend sur Mais le sur patron de sur les Total, gens il fait qui sont aussi- salariés il fait et à qui il aussi refuse avancer une augmentation de l'entreprise. 10%. Il fait aussi avancer Oui, comme les l'entreprise. salariés. Monsieur, vous savez, faites un pari. Pendant 2 semaines, tous les salariés de Total s'arrêtent de travailler. Et pendant 2 semaines, monsieur le patron de Total, par exemple, à ce que vous avez eu le Covid, eh ben, l'entreprise Total, elle continue à fonctionner si les salariés continuent à travailler, mais s'ils arrêtent de travailler, ça fonctionne Ce que vous voulez dire, c'est que si les ouvriers qui font fonctionner l'entreprise s'arrêtent de au travailler, quotidien l'entreprise s'arrête. Ouais. Si le patron de Total soit est malade pendant 2 semaines, soit est changé par un autre patron, je vous assure que l'entreprise continue à Ouais, fonctionner. enfin, là, je trouve que c'est pas Bah non, c'est c'est pas la tout à fait de bonne réalité. foi, parce que Bah dans si, ces c'est cas-là, de vous bonne dites foi. d'un côté, vous arrêtez C'est concret. des centaines de milliers de personnes d'un coup, et de l'autre, une seule personne. Si vous arrêtez un Donc, ouvrier. qui crée de la richesse à Non, Total. mais Éric Coquerel, Qui crée si de vous la richesse arrêtez à Total. un ouvrier Non, et vous mais arrêtez un patron, Je vous réponds la sur boîte le fait s'arrête de pas. dire, c'est normal Ouais, qu'il je y ait trouve- quelqu'un qui gagne 50% en Oui. plus, qui est payé 6 millions d'euros dans l'année, par rapport à des gens qui demandent 10% d'augmentation de salaire, ce qu'ils n'ont pas eu pendant des années. Je vous dis que si ces gens-là, eux, s'arrêtent, et on l'a vu avec les raffineries, ça s'arrête, alors que si le patron de Total s'arrête, il est remplacé par un autre, ça continue. Vous regarderez quand même la Coupe du Monde, Éric Coquerel? Eh ben, je m'interroge, parce que le Qatar, ça me pose un sacré problème. Voilà. C'est Ouais. un problème cornélien, parce que j'adore voir les matchs de l'équipe de France, ou les autres grands matchs, mais le Qatar, ça passe mal. Ça passe mal pour les salariés, les employés au Qatar qui ont été employés comme des esclaves et qui sont morts, vous le savez, par milliers sur les stades. Le problème écologique que ça pose, plus un régime qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas une démocratie.